messieurs. Toutes ces différentes questions seront abordées au cours de cette émission. C'est donc là l'actualité qui reste dominée par ces différentes questions que je viens de soulever tout à l'heure. Bienvenue dans votre émission. Le plaisir est pour moi de vous savoir. Monde. Vous êtes très nombreux à nous suivre au travers de notre site internet www.dossierDafrique.com, la page Facebook Dossier d'Afrique aussi. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision haute définition Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le regard de ce soir s'est rapporté sur Monsieur Yves Kisombe. Bonsoir. Bonsoir Barbara Nzimbi. Yves Kisombe, vous êtes un ancien député national, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Vous avez posé candidature pour la législature 2011, mais ça n'a pas marché. Finalement, est-ce que l'Assemblée nationale vous manque? Je peux dire cela parce que j'aime la vie démocratique, la vie politique, et elle s'exerce éminemment dans le temple de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. Et puis les 5 ans que j'y ai passés au cours de cette première législature mémorable m'ont laissé une envie, un goût d'inachevé. Hein, mais les péripéties des élections de 2011, notamment pour les législatives, Barbara Nzimbi, ont été ce qu'elles ont été. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes, mais je n'aime pas revenir sur ça pour justifier une défaite électorale. La vie est faite de réussites et d'expériences moins heureuses. Aussi, hein. Mais je suis l'homme le plus heureux du monde quand je pense que j'ai eu le privilège populaire d'être élu député national à 34 ans en 2006. Et d'avoir, quand je pense au fait d'avoir exercé un mandat parlementaire pleinement, parce que je pense avoir fait partie, des 50 députés les plus actifs de la législature 2006-2011. Donc voilà, on est là. Alors aujourd'hui, lorsque vous regardez le débat à l'Assemblée nationale, est-ce que vous vous dites aussi que si vous étiez là, vous pourriez mieux faire en termes des propositions de loi dans le sens de l'intérêt général, bien évidemment? Oh, il ne faut pas être prétentieux, Madame Zimbi. Je crois que les Congolais compétents se trouvent dans toutes les provinces, dans tous les milieux. Les élus qui sont en fonction sont compétents, ils font leur travail. Certains sont plus performants que d'autres, évidemment. Les résultats sont-ils palpables? Ah oui, ils sont palpables. Je crois que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas partie d'une assemblée qu'il faut manquer d'objectivité. Sous la conduite d'Aubin Minakou, je crois que le travail parlementaire au niveau de la production législative a été amélioré, intensifié, parce que sur la ligne du temps, il faut savoir progresser. Et l'Assemblée nationale a progressé, elle a produit plus de lois que durant notre législative jusque-là, parce qu'il fallait partir de là où nous étions, où nous avions laissé le service pour l'améliorer. Donc je suis heureux de cela. Le contrôle parlementaire se fait, mais c'est vrai que par rapport à l'idéal démocratique qui n'est pas atteint, parce que la démocratie est toujours perfectible, je crois qu'il y a beaucoup encore à faire. En dépit des contraintes dont elle fait face, cette Assemblée nationale, elle a pu quand même relever les défis. Oui, je crois que le travail parlementaire, notamment législatif, se fait bien, le contrôle parlementaire aussi, quand bien même qu'il faille souligner qu'il faut améliorer les choses à ce niveau-là. Il faudrait que des ministres, de temps en temps, soient plus présents au niveau des travaux en commission, et également au niveau des mécanismes de contrôle parlementaire différents, questions avec débat, questions sans débat, etc., avec des possibilités de sanctions plus accrues. Plus accru, au mois de janvier 2015 dernier, vous savez ce qui s'est passé suite à la proposition de la loi électorale. Pensez-vous qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale a une part des responsabilités au regard de ce blocage que connaît le processus électoral aujourd'hui? L'Assemblée nationale doit donner l'arsenal législatif nécessaire au Sénat. C'est l'Assemblée nationale, nécessaire à la CENI, pour l'organisation des élections. C'est l'Assemblée nationale qui, avec le Sénat, donne les outils législatifs, les lois. Et je crois qu'à ce stade, parmi les contraintes pour la réalisation du processus électoral, il y a quelques lois encore à finaliser.
Mais vous savez que ce n'est pas exclusivement à cause de l'Assemblée nationale que le processus a pris du retard. Il y a toute une série d'éléments qui concourent à cela, mais nous en sommes arrivés là. Vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a des lois plus importantes que d'autres qui doivent être traitées urgemment? Oui, certainement, mais vous savez, les urgences sont de divers ordres pour la vie des Congolais. L'organisation des élections, le processus est il y a des priorités, priorités. Oui, certainement, mais les élus du peuple sont là pour jauger ces priorités et les juger et les apprécier. Je ne pense pas que la responsabilité qui est la leur peut les amener à négliger des priorités vraiment urgentes. Je crois que le travail est fait comme il se doit, mais avec les écueils qui sont propres à toute œuvre humaine. Une grande partie du fonctionnement même d'une république se base sur les lois, élaguées par l'Assemblée nationale, si on peut le dire ainsi. Tout à fait. Monsieur Kissombe, aujourd'hui, pensez-vous que le pays se porte mieux? Oui, incontestablement. Mais ça, c'est une conclusion générale, c'est un jugement général. Si je dis que le pays se porte mieux, il faut que je vous explique sur le plan politique, institutionnel, sur le plan économique et social. Et là, il y a du positif et du moins positif. Il y a des éléments négatifs aussi. S'il faut faire un bilan, il y a de l'actif et du passif. Donc je ne peux pas vous dire que nous sommes le paradis sur terre et que tout va bien. Nous savons parfaitement que c'est difficile même de dire que le pays se porte mieux par rapport au fait que le niveau de vie de la population est encore trop faible, trop bas. Donc c'est difficile de dire dans un pays qui est encore un pays à reconstruire en développement, mais qui est sur la bonne voie, qui est sur cette lancée du redressement. C'est difficile d'affirmer des choses de cette façon-là. Il faut tout de suite préciser, nuancer, pour que les concitoyens ne vous prennent pas pour un démagogue ou quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Donc nous savons parfaitement que la vie est encore très difficile. Les besoins humains fondamentaux, c'est-à-dire l'alimentation, la santé, l'éducation, la sécurité publique, les transports, tout cela est encore... Le pouvoir d'achat des Congolais est encore très faible. L'Union européenne s'est construite autour d'un objectif, c'est celui de créer le niveau de vie le plus élevé possible pour les populations. Hein, donc voilà l'objectif. Mais nous sommes en voie de réaliser l'émergence de la RDC pourvu que l'on maintienne le cap. Et les crises politiques ne sont pas de nature à favoriser cette émergence. Mais le redressement économique et le progrès social sont basés sur la nécessaire stabilité politique et institutionnelle. Mais justement, ces différentes crises politiques qui constituent un blocage au développement du pays aujourd'hui sont dues aussi à la mégestion de la République par les personnes qui gèrent cette même République. Non, Barbara Nzibi, il n'y a pas de mauvaise gestion, de mégestion généralisée. Il y a des problèmes de gouvernance qui continuent à se poser. Et ce sont autant de défis pour ceux qui ont reçu le mandat de décider, de vouloir et de décider au nom du peuple. Le président Kabila, son gouvernement, les institutions en place. Et il y a un certain nombre de faiblesses qu'il faut relever parce qu'il s'agit d'une direction humaine. Donc moi, je ne viendrai jamais défendre les faiblesses ou les cautionner. Je suis là pour aider ma famille politique, pour aider le gouvernement de mon pays, en soulignant les mérites, les efforts payants, les résultats qui sont nombreux, et en décourageant aussi dans la communication politique les mauvaises pratiques, parce que tout le monde ne concourt pas à la vision, à la réalisation de la vision du président de la République, même au niveau de la majorité. Il y a des gens qui, par leur mauvaise conduite, et ça, la justice doit faire plus de résultats en la matière, mais je pense aussi que nous avons des patriotes autour du président, au gouvernement, qui sont un exemple de travail et de résultats. Mais je ne défendrai jamais les corrompus, les voleurs, ceux qui rendent un mauvais service
au pouvoir, au président, à notre famille politique, vous ne me trouverez jamais là pour les défendre. Yves Kissombe, l'une des crises politiques aujourd'hui dont est tombé le pays, c'est l'organisation des élections, vous le savez, qui rend l'avenir du pays sombre. On ne sait pas où on va atterrir finalement. La question simple que le souverain primaire se pose, le président Kabila, qui est le chef de votre famille politique, a eu quand même 5 ans pour préparer les élections, et aujourd'hui il donne des raisons, entre autres la sécurisation des élections, le moyen financier, le rôlement des nouveaux majeurs, etc. Est-ce que cela peut être finalement considéré comme une sorte d'irresponsabilité? Madame Barbara, il faut absolument que nous veillons à ne pas donner l'impression à nos compatriotes, aux téléspectateurs qui nous suivent, que par rapport ou face au problème du Congo, Joseph Kabila a une espèce de clavier devant lui où il suffit qu'il appuie sur des boutons pour que les solutions soient trouvées. À retard dans le processus électoral, j'appuie là, c'est bon, c'est réglé. Le président est le garant de la nation. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions, des pouvoirs publics, de la stabilité politique et institutionnelle du pays, des efforts de développement, mais le président n'agit pas seul. Le président n'est pas le seul responsable de la vie de la nation. Les Congolais sont eux-mêmes, 70 millions, 75 millions, responsables. Il faut rappeler que chacun, comme a dit Kennedy, chacun doit être capable de se dire « qu'est-ce que je peux faire pour le Congo ?» Barbara Nzibi a une part de responsabilité dans l'avancement de son pays. C'est comme ça, madame. Donc, cessons de nous donner l'illusion que le président, c'est le grand magicien avec sa baguette magique qui doit tout régler. Au Congo, la Commission électorale nationale indépendante est la seule compétente, la seule instance, la seule institution compétente pour organiser les élections. C'est elle qui en porte la responsabilité. Mais elle n'est la CENI. Mais elle n'est pas la seule. D'ailleurs, on le voit régulièrement quand la CENI fait appel aux partis politiques pour discuter, quand elle fait appel à tous ceux qui ont une responsabilité, le Parlement, le gouvernement, le Parlement parce que le Parlement donne les lois qu'il faut, le gouvernement met les moyens, la sécurité, tout cela concourt au processus électoral. Un jour, le ministère de l'Intérieur organisera les élections dans notre pays aussi et le débat public ne sera plus alimenté par l'organisation des élections. Mais il n'y aura pas assez de différence vu qu'aujourd'hui cette CENI souffre d'un déficit d'indépendance. Hein, c'est-à-dire aujourd'hui cette CENI n'est pas considérée comme indépendante. Comment ça, par rapport à quoi? Elle est considérée par une certaine opinion. Elle est considérée par une certaine opinion d'être au service de la majorité au pouvoir pour permettre au président Kabila de pouvoir. Oui, c'est ça. Ça c'est un des aspects de la démagogie d'une certaine opposition. Les signaux aussi que même cette CENI envoie, non, il n'y a pas de signaux positifs. Non, non, la CENI est composée de personnalités provenant de toutes parts, de la majorité, de l'opposition. Et j'ajoute ici que je suis parfois surpris de voir dans les réseaux sociaux certains membres de la CENI, dont je ne citerai pas les noms, mais se permettre de porter des jugements politiciens. Alors je le mets en garde, ce membre-là, qui est un ami, il faut qu'il arrête, parce que quand on est membre de la CENI, on est indépendant. Donc je crois que l'on provienne du MLC, de l'UNC ou de je ne sais quelle famille politique représentée à la CENI, il ne faut pas. Il faut faire comme le rapporteur Kalamba, par exemple, qui provient de l'UDPS, mais qui ne fait pas de prosélytisme militant au niveau de la CENI dans les réseaux sociaux. Donc, vous qui représentez l'UNC ou le MLC ou je ne sais quoi, sachez que vous ne faites plus de la politique active. Être indépendant, entre guillemets, n'est pas facile pour l'être humain. Ah oui, mais alors à ce moment-là, vous avez toujours la latitude de quitter la plénière de la CENI et de reprendre votre... On va fermer la parenthèse et donc Madame Barbara, ce qui est certain, c'est que la CENI mérite le concours de tous pour la réussite du processus qui est en train de trouver un aboutissement heureux parce que vous suivez l'actualité, vous suivez les informations que la CENI nous donne à travers son président
qui, cette fois-ci, ne sera taxé par personne d'être du pouvoir ou de l'opposition, parce que nous savons tous que M. Nanga est un fils maison, c'est un technicien, c'est un technocrate des élections, et je crois que nous devons l'aider à réaliser ce processus avec nous, sans préjugés négatifs. Il a dit des choses très claires, il nous met sur la table. La responsabilité de ce retard, de ce problème, de cette crise, je reviens, un combat qui finalement, parce que c'est Joseph Kabila qui est l'autorité suprême. Bien sûr, ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qui sont des résultats incontestables, il y a des difficultés. Vous savez, je me souviens, je parle beaucoup de Kennedy, quand l'opération de la baie des cochons, peut-être que les aînés se souviennent, pour essayer de renverser Fidel Castro a échoué. C'était la CIA qui l'avait conduite. Le président ne s'est pas défilé. Il a dit « Je suis le responsable de ce gouvernement, j'assume la responsabilité de cet échec ». Donc ce n'est pas le président Kabila qui vous dira... Le président Kabila l'a assumé d'une manière indirecte, en reconnaissant qu'ils sont face à un blocage, il y a des problèmes qu'il faudrait résoudre. Il a reconnu son échec. D'une manière indirecte. Non, il reconnaît certainement sa part de responsabilité, parce que dans le bilan qui est celui du président Kabila, qui est tout à fait positif, il y a dans tout bilan de l'actif et du passif. Dans le passif, on peut noter, pour ce qui le concerne, parce qu'il n'est pas le seul responsable, mais faire honneur à la fonction présidentielle, c'est surtout souligner sa responsabilité. Lorsque les gens disent, parfois maladroitement, que le président n'est pas... Non, le président est responsable de tout. Voilà pourquoi il est président de la République. Et nous assumons cela. Non, il est responsable des problèmes que connaît le pays actuellement. Mais il est responsable, parce que c'est lui le président. Responsable ne signifie pas coupable. Le président est responsable de la situation. Mais il n'est pas coupable de ce qu'on peut lui attribuer. Il ne faut pas confondre, Baba. C'est lui le responsable. Mais il avait la responsabilité je crois qu'il est jaloux de ses responsabilités. Mais il avait la responsabilité d'organiser les élections 90 jours avant son départ. Le président de la République n'organise pas les élections. Il veille à la bonne réalisation. Oui, mais c'est important. De faire en sorte que... Mais oui, c'est une nuance, oui, c'est vrai. C'est une précision, mais vous savez très bien ce que j'ai voulu dire. Le président de la République devrait veiller justement à ce que... Notamment les adversaires ne doivent pas profiter de vos propos pour... Mais justement, le président de la République avait cette responsabilité constitutionnelle. Il l'a toujours. Parce que finalement, nous allons rentrer dans le glissement. Est-ce qu'il y a possibilité d'organiser des élections dans les délais constitutionnels ? Répondez d'abord. De quelles élections? Parce que là déjà on va élire les nouveaux gouverneurs. Les élections les plus importantes. Mais madame, le scrutin le plus important. Qui ne sait pas à l'heure qu'il est qu'il sera extrêmement difficile de faire en sorte qu'en décembre prochain, il y ait un nouveau président de la République élu, qu'il y ait une nouvelle Assemblée nationale. Qui ne sait pas que ça sera difficile? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'électorat. Au moment où nous parlons, vous et moi, Barbara Ntimi, il n'y a pas d'électorat, parce qu'il n'y a pas de listes électorales, il n'y a pas de fichier électoral. Et pourquoi il n'y a pas de fichier électoral? Il y a un fichier 2011. Oui, le fichier 2011, mais le fichier actualisé n'existe pas. Pourquoi? Notamment parce que la problématique de sa révision s'est posée, et l'opposition en a été un des plus brûlants défenseurs. Il faut une liste des électeurs à jour. C'est la moindre des choses. Ce qui pourrait être fait bien avant. Non, la CENI avait cette réalité marquée par la faiblesse d'avoir prévu en tout cas l'organisation des élections dans un calendrier global, qui est aujourd'hui complètement désuet, mais les élections étaient prévues. Mais sur base de l'ancien fichier, enfin du fichier actuel, mais qui est dépassé. La classe politique, finalement, s'est mise d'accord, en quelque sorte, pour rejeter cela. La CENI elle-même parlait de ce fichier depuis 2013. Hein, voilà. La CENI avait publié un rapport pour dire que le fichier était biaisé. Qu'il n'était pas adapté. Hein, oui, mais même la nécessité du recensement des électeurs s'est posée. L'ONIP a été mis sur pied. Et puis, tout cela s'est un petit peu stoppé. Parce que justement, le sens des responsabilités ne caractérise pas toute la classe politique. Le problème se repose. Aujourd'hui, il faut un fichier électoral actualisé, complet, avec à peu près 42 millions d'électeurs. Le président de la CENI l'a expliqué.
Et cela va prendre du temps, mais des justement, moyens. on va rentrer dans le débat, justement, Yves Kissoum, parce que vous avez fait allusion à ça. Corneille Nangaa dit qu'il y a possibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, mais avec l'ancien fichier. Le fichier 2011. Ce fichier 2011 qui est contesté par presque toute la classe politique, il faudrait le dire, entre autres vous, je ne sais pas si je ne me trompe pas, oui. Mais si on doit organiser des élections avec un nouveau fichier, un fichier réaménagé, aller adopter la loi sur l'enrôlement des nouveaux majeurs, etc., toutes ces différentes contraintes techniques pourraient faire en sorte que nous puissions encore avoir besoin de 16 mois pour l'organisation des bonnes élections, des élections générales en tout cas, soit 60 avions, soit hélicoptères, plus 202 millions de dollars. Yves Kissoum. Madame Barbara Nzimbi, je vous renvoie aux plus récents propos du président de la République dans ses derniers discours sur l'état de la nation, je crois aussi à l'occasion du Nouvel An. Et pour le mot qu'il a eu concernant la convocation du dialogue inclusif national, politique voulu. Mais il y a des défis. Le processus électoral, la direction du pays pour son redressement économique, le progrès social, qui doivent continuer. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter de payer les fonctionnaires, on ne peut pas arrêter de créer, de réhabiliter des centres de santé, les routes. Tout cela doit continuer à se faire. Il y a un problème de financement des élections, il y a un problème de sécurisation du processus, etc. Comment faire? Voilà pourquoi, n'étant pas dictateur, voilà pourquoi, étant lui-même le premier démocrate du pays, il a appelé, Joseph Kabila, il a appelé les Congolais à se mettre autour de la table pour lever des options. Voilà, il a été taxé... Les options politiques. Les options politiques que la CENI demande aujourd'hui. Parce que l'ordre des élections, il n'est pas constitutionnel. Est-ce que la CENI... Il n'est pas dans la loi. C'est une option politique. Est-ce que la CENI peut demander les options politiques dès lors que c'est une institution indépendante qui doit rester en dehors? Est-ce que finalement c'est sérieux de sa part? Madame Barbara, allez-y. La CENI... Que la CENI invite des politiques à dialoguer. Oui, parce que sérieux la CENI, c'est l'arbitre. Si l'arbitre est au courant que les deux équipes ont l'intention de se lancer des noms d'oiseaux pendant le match, de se donner des coups de poing, des crocs en jambes pendant le match. Mais je vous n'interromps pas. Je ne vais pas vous interrompre, oui. S'il vous plaît. Vous avez dit que la CENI est l'arbitre. Oui, l'arbitre. Et aujourd'hui, on voit une grande partie de l'opposition qui rejette les dialogues. Oui. Et c'est la majorité présidentielle qui est pour le dialogue. Mais comment ça, l'arbitre peut être là pour demander à ce qu'on puisse dialoguer dès lors que on sait que c'est le point de vue de la majorité ou c'est ce que la majorité veut exactement. Madame Barbara, moi je vous parle au nom de la majorité parce que je suis fondé pour cela, j'ai qualité pour cela. Vous avez parlé de l'arbitrage de la CENI. Je ne peux pas vous parler au nom de la CENI. Ce que j'ai noté simplement, c'est que la CENI n'a pas parlé de dialogue. La CENI n'a pas pris position pour ou contre le dialogue. La CENI dit simplement que moi, pour mener à bout le processus électoral, il y a certaines options qui relèvent de la classe politique qui doivent être faites. Par exemple, l'ordre dans lequel il faut organiser des élections de la base au sommet. Il faut que la classe... Parce que ceux qui vont concourir à ces élections, pour que le processus soit apaisé, il faut qu'ils se mettent d'accord. Ok, d'accord, on commence par la présidentielle ou par les locales et ensuite on fait ça. Ça, c'est le consensus politique. Parce que la loi ne le détermine pas. La loi ne détermine pas. La loi dit il y a des élections à tous les niveaux, tous les 5 ans. Mais maintenant qu'on a pris du retard, quel ordre il faut choisir, ça c'est la classe politique et la société civile qui doivent se mettre d'accord, Madame Barbara Nzimbi. Voilà là où la CENI, je comprends qu'elle nous demande de nous mettre d'accord. Parce qu'il y a des... Et ça, même en son sein, il y a une cellule de concertation avec la classe politique. Donc c'est pour vous dire, l'indépendance n'exclut pas l'écoute, la consultation. La CENI ne peut pas décréter des choses. Oui. Je vous ai dit, l'arbitre... Une classe politique, la classe politique qui... L'arbitre peut parfaitement appeler les équipes à respecter le règlement, à se mettre d'accord. Mais M. Kissoum, la classe politique qui est en dialogue permanent avec la CENI, c'est celle qui est liée avec la logique des élections, il faudrait le dire. La classe politique qui est concernée par les élections, il faudrait le dire. Mais la CENI, le point de vue qu'elle demande des politiques, c'est autre chose. C'est des options politiques.
C'est ça le parallélisme que vous devez établir. Mais moi, je le comprends très bien. Oui. Il y a des choses qui dépendent de la CENI. Dès lors qu'on lui donne les moyens, c'est-à-dire les outils légaux, les lois dont elle a besoin, les moyens financiers, la sécurisation matérielle du processus, ça c'est le gouvernement, le code de bonne conduite, ça c'est les acteurs politiques, et avec tout ça, la CENI a les ingrédients pour faire un bon processus. Et elle estime, je vous le répète, que les participants à ce processus doivent se mettre d'accord sur un minimum de choses. Parce que sinon, elle vous sort un calendrier aujourd'hui, elle a dit, et elle sait que ça ne va pas marcher parce que les gens ne sont pas d'accord. Parce que les gens ne sont pas d'accord, mais justement, il y a 3 mois passés, M. Kisombe, l'EUF a publié un rapport, après un audit externe mené à la Commission électorale nationale indépendante. L'EUF a constaté il était impérial de réaménager le fichier, mais il y avait possibilité que le délai constitutionnel soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, le délai constitutionnel est considéré comme un dénominateur commun pour presque la survie même d'un État démocratique. Oui, à la cellule de communication de la majorité présidentielle, nous avons passé vraiment au peigne fin ce rapport de l'OIF. Je puis vous dire qu'à la majorité présidentielle, nous estimons qu'il ne faut pas nous avancer trop vite sur le plan politique. Sur la question, il faut nécessairement mettre en exergue les éléments. Et donc, sans vouloir tirer la couverture à nous sur quoi que ce soit, nous disons que disent les experts, notamment ceux de l'OIF. Et donc, vous évoquez cela tout de suite. Bien sûr, le fichier électoral, nous sommes tous d'accord qu'il faut le revoir aujourd'hui. Et par exemple, la francophonie le reconnaît. Maintenant, la tenue dans les délais, c'est une possibilité. Et moi, j'ai cru comprendre que la CENI nous a renseigné que le fichier 2011, si on était d'accord de le garder, permettrait la tenue des élections dans les délais. Autrement, il est déjà trop tard. Et ça, c'est le propos politique qui est le mien. Il est déjà trop tard pour respecter tous les délais dans la tenue des élections pour 2016. Parce que les élections, ce n'est pas que l'élection présidentielle. Ce sont les législatives, les provinciales, les municipales et les locales. On ne peut pas, comme ça, du revers de la main, balayer certaines d'entre elles. Vous êtes juriste, juste une petite parenthèse. Quel est le scrutin le plus important? Il n'y a pas de scrutin qui soit plus important qu'un autre. Tous les scrutins prévus par la Constitution sont importants. Je dirais même que s'il fallait nécessairement dégager un ordre d'importance... chronologique, un ordre chronologique. Non, mais l'ordre chronologique ne peut pas caractériser l'importance d'une élection. Les élections sont cycliques. Mais l'idéal démocratique qui veut que l'on rapproche le dirigeant et le dirigé, les administrants des administrés, bien, ça c'est au niveau local, madame. C'est dans nos chefferies, c'est dans nos secteurs. C'est au niveau de nos provinces que nous avons créé des entités territoriales décentralisées pour améliorer la gouvernance. Et ça, c'est pas plus important aussi que simplement de s'occuper de ce que fait le président de la République, la fonction présidentielle, qui est évidemment la plus élevée, n'est pas nécessairement la plus importante pour la vie des gens au quotidien. Le président de la République, c'est le grand inspirateur de la vie politique, de la vie nationale. Mais au quotidien, ce sont les élus locaux qui font la vie des gens, qui guident la vie des gens. Et donc les élections locales, en démocratie, ne sont pas moins importantes que l'élection présidentielle. Elles sont au moins aussi importantes. Il est temps que la Constitution soit une loi parlementaire, puisse régler, soit une loi électorale, même puisse régler cette question. Pourquoi sur pas la possibilité, soit la précision, sur la chronologie, soit... en cas de problème, en cas de retard dans le scrutin. De retard dans le scrutin, madame, quel est le scrutin le plus important et tout, ou urgent? Oui, madame, mais vous savez, la loi ne pourra jamais tout régler. Très bien. Il faut de la bonne foi, de la bonne volonté. Parce que même si la loi venait à dire
voilà, on commence nécessairement par l'élection présidentielle, etc. Avec les Congolais, vous trouverez toujours des gens qui auront quelque chose à redire. Donc, il faut de la bonne volonté, il faut du civisme. Je ne dis même pas du patriotisme seulement, mais du civisme. Mais finalement, est-ce que la Constitution ne règle-t-elle pas déjà ce problème en insistant sur la nécessité de la tenue dans les délais constitutionnels des élections présidentielles, en mettant en place l'article 220 qui donne des articles verrouillés et tout, en précisant que le président doit organiser les élections, doit faire en sorte que les élections soient organisées 90 jours avant la fin de son mandat. Toutes ces différentes précisions constitutionnelles ne font pas assez que les élections présidentielles soient considérées aujourd'hui comme la priorité de toutes. Mais on peut le penser, oui. Quoique ce n'est pas péremptoire. C'est aussi une interprétation de la loi. Vous faites une très très bonne analyse en me posant cette question, Madame Nzimbi. Ce n'est pas du tout insensé ce que vous dites. Oui, il y a une attention particulière de la Constitution sur l'élection présidentielle par rapport à l'un ou l'autre élément. Par rapport aux autres élections, il n'y a pas une conditionnalité datée. Hein, vous voyez, on dit 90 jours avant la fin du mandat, parce que c'est la fonction la plus élevée dans l'appareil de l'État. Mais de là à conclure qu'il faut nécessairement d'abord organiser cette élection, là je ne me hasarderai pas. Parce que, précisément, je vous ai dit ici qu'à mon sens, toutes les élections sont importantes. Et qu'il n'y a pas un ordre de priorité, sauf un ordre consensuel. Personne ne peut imposer l'importance d'un scrutin. Mais la Constitution l'impose d'une manière indirecte. Je vous ai dit, la Constitution l'impose. Non, la Constitution. Avec cette intention particulière. Non, vous venez de ça c'est une conclusion un peu. C'est un raccourci que vous faites. Je vous ai donné raison. Un raccourci constitutionnel. Non, je vous ai donné raison sur le fait que la Constitution met un intérêt particulier sur certains éléments datés pour le président de la République. Okay ? Mais cela ne signifie pas nécessairement que cette élection doit se faire avant une autre. Ça montre l'importance pour le constituant, parce que l'esprit de la Constitution, c'est cela. C'est que le mandat du président de la République ne dépasse pas de manière déraisonnable les 5 ans en question. Vous avez des sénateurs qui ont maintenant 9 ans de mandat. Des gouverneurs de province qui ont 9 ans de mandat effectif. Ils sont illégitimes. Ils sont illégitimes. Non, madame. Mais non, pourquoi? Parce qu'au niveau de la vie politique, cela ne pose pas problème. Donc, la question de leur légitimité a été vite réglée. On a toléré. Mais par la classe politique, madame. Par la classe politique. Mais pour le président de la République, avant même l'échéance de son mandat, vous avez une classe politique en ébullition. C'est dire l'importance pour la classe politique, la focalisation, pour ne pas dire l'obsession de la classe politique, notamment de l'opposition, sur le mandat présidentiel. Donc il y a un problème. Mais justement, non. Il y a un problème. Donc, laissez-moi finir. Ça signifie, Madame Barbara, que le temps au-delà du mandat, qui est toléré pour certains mandats électifs, ne l'est pas pour le mandat du président de la République. C'est ça, au niveau d'une certaine opinion, au niveau de l'opposition. Ça, nous le constatons. Mais, sur le plan du droit de la Constitution, le président, même s'il fait 3 ans, 4 ans en débordant de son mandat, sur le plan du droit, cela ne pose pas de problème juridique. Mais il y a un problème politique de légitimité qui de toute façon se pose avant même la fin de son mandat. Oui, donc ça c'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est pour cela que le président, conscient plus que n'importe qui de ses responsabilités, a appelé au dialogue politique national inclusif. On va en parler. Monsieur Yves Kissomon revient à ce que vous avez dit, le dépassement du délai par des institutions, le Sénat, les assemblées provinciales, etc., a été cautionné par la classe politique. Absolument. En toute divergence. Absolument. Vous avez vu des marches, des manifestations de l'UNC, de l'UDPS, du même MLC, pas de la majorité présidentielle. Ou de la MP? Non, la question est réglée. Mais justement, la question est réglée parce qu'ils ont accepté cela au regard même de l'article de la Constitution qui demande à ce que l'ancienne institution reste pour combler le vide juridique jusqu'à la mise en place de la nouvelle. C'est ça l'esprit de la Constitution du 18 février 2006. Donc, que les institutions élues démocratiquement ne soient remplacées
que par de mais nouvelles, justement, à tous les niveaux. C'est ça l'esprit de la cette Constitution. classe politique, finalement, Que par des assemblées nouvellement et des institutions nouvellement on est élues. d'accord avec vous, Voilà. Monsieur Kisombe. Et par personne d'autre. Monsieur Kisombe, il faudrait bien comprendre cette question pour bien répondre. Hein. C'est pour éclaircir la lanterne des téléspectateurs. D'accord. La classe politique, dans sa divergence, l'opposition, la majorité, a cautionné le fait que les différentes institutions glissent, c'est-à-dire les assemblées provinciales, le Sénat, etc. Tout à fait, nous l'avons vu. Oui, ils ont accepté cela parce que il n'y a pas vraiment flagrance, mais au niveau de la présidentielle, on voit que tout le monde s'agite. Mais pourquoi? Parce que la Constitution, justement, est très intéressée par cette question des élections présidentielles, Monsieur Kisombe. Non, Barbara Nzimbi. Oui, la raison, c'est simplement la soif du pouvoir. La Constitution, je vous l'ai dit, vous avez très bien analysé les choses, sauf qu'en conclusion, vous êtes allé un peu vite. Qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi obsédé par la fonction présidentielle? C'est la soif du pouvoir. Mais pourquoi la Constitution est obsédée par le mandat présidentiel? La Constitution est aussi obsédée par le mandat présidentiel. Lorsque la Constitution donne des délais, 90 jours, les articles verrouillés et tout, etc., le président de la République mandat 2 fois renouvelable. Oui, mais tout le monde est d'accord avec ça. Une fois renouvelable. À commencer par nous. C'est tout. Mais justement, qui n'avons jamais fait de projet de changement de la Constitution. Mais justement, l'opposition est obsédée par Encore que le peuple a le droit de changer de constitution. On a le droit de passer à la 4e République. Le peuple congolais a ce droit-là. Parce qu'aujourd'hui, la pensée unique terroriste que l'opposition veut imposer, c'est quoi? On ne peut pas débattre de l'avenir institutionnel de ce pays. On ne peut pas estimer qu'à la croisée des chemins, les données en notre présence font que la spécificité du Congo est telle que Joseph Kabila doit rester à la tête du pays pour 5 ans, pour 10 ans. On n'a pas le droit de penser comme ça. La Constitution, moi, je crois que c'est une bonne théorie, mais qu'en pratique, nous, il faut que le président actuel reste en fonction 10 ans encore. Par exemple, ce n'est pas ce que dit la Constitution, ça peut être une pensée libre, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Je ne parle pas en disant cela. Moi, par exemple, c'est plutôt ma tendance. Mais ce n'est pas une position officielle de la majorité présidentielle dont je suis un des porte-parole officiels, n'est-ce pas? Et donc, avec notre porte-parole en chef, Atundu Liongo, et notre grand porte-parole en chef, si vous voulez, Aubin Minakou, notre secrétaire général. Donc, madame, en tant que communicateur de l'AMP, je rappelle que nous n'avons pas de projet de révision, mais nous avons des tendances. Il y a une majorité, pour vous montrer à quel point nous sommes attachés aux valeurs démocratiques et aux principes. Je vous informe qu'à la majorité présidentielle, comme à l'AMP, sur le plan strictement personnel, il y a une majorité de personnes qui considèrent que Joseph Kabila mériterait, ou plus exactement, que le Congo a besoin encore de la présence de Joseph Kabila à la tête du pays. Ça, c'est nous qui le pensons, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Oui, mais lui, c'est notre leader, c'est lui qui nous dira non, c'est comme ça. Vous êtes patriote aussi. Oui, vous êtes patriote, vous êtes congolais. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites de la Constitution qui demande à ce que Joseph Kabila puisse arrêter son mandat, la Constitution, nous avons défendu, lors de la campagne sur le référendum, nous avons défendu la Constitution. Et moi, j'étais au MLC à l'époque. Mais le PPRD à l'époque, comme nous avons plaidé pour le oui au référendum. Donc nous sommes attachés à cette Constitution telle qu'elle est en ce moment. Jusqu'à la finalisation de notre réflexion. Nous ne disons pas qu'il faut violer cette Constitution. Nous y sommes attachés tant qu'elle existe. Mais sur le plan de la réflexion, il y a beaucoup de choses à revoir dans cette... Il y a beaucoup de choses à revoir dans cette Constitution. Il y a beaucoup de choses à revoir sur le plan de la réflexion. Vous émettez le souhait de procéder au référendum? Personnellement, je souhaiterais que devant le chantage incessant d'une opposition qui veut prendre le pays en otage, si le dialogue n'est pas possible, eh bien, je suis d'avis qu'il faut s'en remettre à ce moment-là. Si le dialogue n'est pas possible, vous commencez à changer de ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que vous sentez le blocage qui est aujourd'hui au dialogue? Madame, la majorité présidentielle est pour le dialogue inclusif, politique, national, voulu par le chef, voulu par le président de la République. Mais sur le plan personnel, et là je vous parle de moi, Yves Kisombe en tant que leader du sursaut patriotique dans ce pays, eh bien moi je vous dis que sur le plan personnel, il faut en appeler,
si le dialogue n'est plus possible, compte tenu de la mauvaise foi de l'opposition radicale, eh bien, qu'on s'en remette au peuple en lui posant des questions claires, en levant l'option sur un changement éventuel de constitution ou non, en laissant le peuple s'exprimer. Mais on n'en est pas là. Le peuple s'est exprimé le 16 février dernier. Madame, une parenthèse avec la ville morte de l'opposition. L'opposition a lancé l'appel et vous avez vu comment le peuple a suivi l'appel de l'opposition. Je pensais que vous alliez me dire qu'en 2011, le peuple s'est exprimé en donnant au président Kabila et à sa majorité la capacité de vouloir et de faire en son nom. Il n'y a que la majorité au pouvoir qui a le droit et le pouvoir, précisément, de proposer au peuple congolais. On ne peut pas se substituer au peuple. On ne peut pas faire cela. La majorité des 3/5 au Congrès, elle est là, mais au-delà, c'est le référendum. Donc, nous avons... Ce n'est pas l'opposition qui a le pouvoir de proposer le référendum populaire, c'est la majorité. Mais c'est au peuple de dire, sur ce coup, oui, j'approuve ma majorité, ou bien non, je désavoue ma majorité sur le référendum. Vous voyez, donc, il ne faut pas confondre les rôles. Jusqu'aux élections, c'est encore Kabila et sa majorité qui dirigent le Congo et qui ont le pouvoir et le droit, la légitimité de faire des offres à la population. Mais nous en sommes toujours au dialogue. On revient au dialogue. Le dialogue qui est plus que jamais d'actualité. On va parler du dialogue. On va parler du dialogue. Le 16 février dernier, vous avez vu ce qui s'est passé. Tout a été au ralenti suite à l'appel lancé par l'opposition. L'opposition qui était très très unie autour d'un idéal. Ils demandent à ce que le délai constitutionnel soit respecté. Ils ont demandé à ce que les populations ne sortent pas. On a vu comment est-ce qu'il y avait un vide sur les routes de Kinshasa, particulièrement là où moi j'ai circulé. Yves Kisombe, dites-moi, pensez-vous que la population n'était pas sortie par peur ou par respect de mots d'ordre donnés par l'opposition? Madame Barbara, ce que vous affirmez dans votre question, avant de la poser, vous le pensez ou bien... c'est sur base des investigations menées, M. Kisombe. Ah ben alors, non, moi déjà, les prémices de votre question posent problème. Vous pouvez contredire. Oui, d'accord. Non, ce que je tiens à dire, c'est que le 16 février 1992, des citoyens congolais ont perdu la vie parce qu'ils réclamaient des avancées démocratiques. La réouverture de la conférence nationale souveraine qui avait été fermée, curieusement, comme dit Henri Mova, mon secrétaire général bien percutant, curieusement fermé par ceux qui aujourd'hui, le 16 février 2016, donc il y a quelques jours, ont le toupet, je ris mais je souris tristement, ont le toupet d'accaparer cette date et d'évoquer encore une fois la mort, ville morte. Il n'y a aucun pays au monde où on ne fait encore de villes mortes et en même temps des efforts de développement. Une ville morte qui n'a pas eu lieu à travers le pays, c'est des milliards de francs congolais de pertes pour l'économie nationale. J'entends des gens dire de toute façon les Congolais souffrent, vivent au taux du jour et donc ça fait quoi une ville morte? Non, le peuple s'est exprimé. Non, c'est pas vrai. La population à Kinshasa comme ailleurs ne veut pas servir de marchepied. Vous n'avez pas constaté des ralentissements? Allez-y. Non. Madame Barbara, il n'y a pas eu de ville morte à Kinshasa ni en République démocratique du Congo. Parce que ville morte, ça signifie aucune activité habituelle. Pas, je ne parle même pas des urgences à l'hôpital, etc. Je parle des activités normales. Là, vous définissez... Madame, non, une ville morte, c'est cela. Avec une précision de c'est la cessation de toute activité économique et sociale. Il y a eu de l'activité dans notre ville. Il y a eu de l'activité. Et le but... Quand même qu'il y a eu ralentissement. Mais je vais vous expliquer. Il y a eu, à certains endroits, un ralentissement de l'activité. Pourquoi? Déjà, le but n'est pas atteint, puisque eux, et notamment, par exemple, dernièrement, j'en ai débattu avec le secrétaire général du PDC G7, qui s'est vanté de la paralysie du pays. Nous sommes contents, le pays a été paralysé, a-t-il dit. Voilà un responsable politique qui se targue d'une paralysie du pays. Montrez-moi dans quel pays où cela existe encore.
Donc, madame... Politiquement, ils ont lancé un mot d'ordre. Non, non, une paralysie généralisée. Un défi relevé pour généralisée. Non, il n'y a pas de défi, il n'y a que de l'irresponsabilité, Barbara Nzibi, parce que des responsables politiques ne peuvent pas... D'ailleurs, ça devrait même être constitutif d'une infraction pénale. D'une infraction, je précise. Ah oui, il faut une réforme. Celui qui appelle à la ville morte doit être reconnu coupable d'une infraction dans notre pays. Il faut une réforme législative en la matière. Mais justement, ce ralentissement Alors, que vous avez... Le ralentissement à certains endroits, pas à cause d'une adhésion populaire, à Kinshasa ou ailleurs. Pourquoi? Oui. Barbara Nzimbi, Bakinois, Batimba. Laissez-moi dire ça comme ça. Ils savent que les politiciens, l'obsession qu'ils font là sur Kabila, la date, qu'ils soient kabylistes ou non, ils savent qu'ils ont simplement envie de prendre la place de Kabila pour eux, pour leur famille, etc. On les a vus. Beaucoup sont de grands corrompus, de grands détourneurs de fonds, de grands voleurs dans ce pays. Depuis l'époque de Mobutu, ils ont détruit le tissu économique et social. Nous sommes de cette génération nouvelle qui a... La plupart viennent de votre famille politique, hein, et ils ont été protégés par le même président de la République. C'est maintenant que vous constatez qu'ils sont voleurs, etc. Non, non. Et puis voilà. Non, lorsque vous voulez... C'est maintenant que vous sortez des dossiers, Madame Barbara, des tiroirs, lorsque vous voulez bien faire... Des tiroirs. Lorsque vous voulez bien faire, on ne peut que taire vos failles, parce que vous êtes dans l'action positive. Mais dès lors que vous revenez à vos anciennes habitudes, vous devez être dénoncé en cela. Il faut dénoncer cela. Et donc, Madame Barbara... la journée du 16 février a été dénaturée par cet appel à la ville morte qui n'a pas été suivi. Il n'y a pas eu d'adhésion populaire. Le frein de l'activité était le fruit d'un chantage, d'une pression, d'une menace sur la population. Ça réussit. Peu importe ce que vous pouvez qualifier, mais ça réussit. Oui, ça a réussi. Dites-moi, s'il vous plaît, Madame Barbara, vous pensez que dans ces écoles où les enfants ne se sont pas rendus, c'est par adhésion à la cause de l'opposition? Des enfants? Non, c'est par peur. Par peur de vos services de sécurité. Moi-même, j'ai... Par peur des services de sécurité, de la police. Non, par peur de se faire nous avons les renseignements. Tabasser. Nous avons les renseignements. Par peur d'être victime. Les militants l'ONU a publié un rapport sur les arrestations de cette date-là. Il y a eu des arrestations, c'est long. Mais l'ONU devrait, ou qui, je ne sais qui, devrait publier... les vérités sur les menaces qui ont été faites à la population par les militants des partis radicaux de l'opposition. Les militants qui se sont employés dans les quartiers. Nous avons les informations à passer le message de l'interdiction. D'ailleurs, ils le disent, nous décrétons. Ça signifie que pour eux, dans les quartiers, des menaces ont existé, subtilement, clairement. Même ces gens qui ont été surpris avec des tracts ou avec des communiqués signés, mais passés comme message subliminal, ne sortez pas, sinon vous risquez des représailles de la part de ces forces politiques de l'opposition. Mais pourquoi il y a eu des arrestations selon le rapport de la MONUSCO? Pourquoi il y a eu des arrestations? Plus ou moins 60 arrestations ont eu lieu le 16 février dernier. Mais attendez, selon le rapport de la MONUSCO. Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'on est allé dans des habitations privées chercher des gens? Ou bien est-ce que ce sont des gens qui se trouvaient sur la voie publique en train de poser des actes suspects? Et là, vous pensez que quoi? Aux États-Unis, on n'aurait pas été interpellé? Vous appelez à l'insurrection en Belgique ou dans un autre pays africain ici, vous ne serez pas interpellé. Les autorités ont le devoir d'interpeller tout suspect, qui que vous soyez. Oui. Vous pouvez chanter sur RFI comme vous voulez, mais les autorités doivent faire leur travail de vous interpeller d'abord. Oui, ces autorités ont mis des caméras partout dans la ville de Kinshasa pour essayer de surveiller. Moins qu'à Londres. Mais justement, à Beni, là où il y a des problèmes aujourd'hui, des sécurités, pourquoi n'est pas placé des caméras là-bas? Qui sont les ennemis du pays? Est-ce la population qui veut manifester pour demander à ce que le délai constitutionnel soit respecté, ou les rebelles de ADF NALU qui sont là-bas en train de s'aimer la terreur? Est-ce que vous savez pourquoi n'est pas aller placer des caméras là-bas? Est-ce que je vais vous toucher dans votre chair. Est-ce que vous savez qu'il y a des militaires originaires de votre coin de provenance, Kinshasa? Est-ce que vous savez qu'il y a des militaires en provenance de votre coin là? Dans le nord du pays, d'où vous venez, vous savez qu'il y en a. Non, s'il vous plaît. On ne parle pas de moi, non, il y a des militaires qui viennent de Mbanzangungu, qui sont en train de mourir là-bas, à Beni et dans le nord Kivu. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas cela, parce que
les forces armées de la RDC sont en train, sans tambour ni trompette, mais il faudrait placer des caméras là-bas, comme ça vous allez bien surveiller. Mais il y a plus que des caméras. Il y a une action militaire efficiente qui est menée et qui fait que la situation ne soit pas pire aujourd'hui, qu'elle soit progressivement maîtrisée à l'est du pays. Donc le gouvernement, avec son armée, est en train de faire du grand travail là-bas à l'est. On ne peut pas s'étaler, mais sachez, et vous le savez, vous avez suivi les officiels de l'armée, le gouvernement, nous sommes en train de maîtriser l'insécurité à l'est, et vous savez que ce ne sont plus aujourd'hui que des phénomènes de terrorisme, des phénomènes d'attaque ciblée sur les populations. On va conclure. Yves Kissombe, la lettre conjointe, l'Union africaine, les Nations unies, mais aussi l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, invite des politiques à pouvoir dialoguer pour parler des élections qui doivent être tenues à la date. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Non, il faut que les Congolais, à la bonne date, leur leader politique... La bonne date, selon vous, cela veut dire quoi? La date consensuelle, celle qui conviendra à tout le monde. Parce que manifestement, pour l'élection présidentielle, ça va être difficile d'organiser dans le courant de cette année. Pour les législatives aussi, il faut un nouveau fichier électoral. La CENI nous avertit que cela prendra de longs mois, des mois entiers. Il faut un dialogue qui va nous conduire dans une transition. Qui va assurer la période transitoire? On va conclure. Non, Madame Barbara, le dialogue abordera toutes ces questions. Oui. Ce que nous devons retenir, c'est que le président de la République a bien fait de convoquer un dialogue national, en visionnaire qu'il est, et il avait vu tout cela. Tout le monde va se rendre à l'évidence que le dialogue est une nécessité, parce qu'il y a des questions majeures pour l'avenir du pays à régler. Maintenant, les modalités pour mener à bien par la suite tout cela, on verra. La classe politique se mettra d'accord. Le président Kabila a toujours eu la main tendue, et moi, au nom de la majorité présidentielle, je ne peux que le rappeler, parce que pour lui, c'est le Congo qui compte d'abord et avant tout, et vous savez les sacrifices auxquels il a toujours été prêt pour faire avancer le Congo. On va conclure. Yves Kissombe, la dernière question. Comment voyez-vous le pays le 1er janvier 2017? Soyez bref, s'il vous plaît. On va conclure. Je vois le pays comme le président Kabila, c'est-à-dire un pays debout, qui regarde son présent et, avec qui à la tête, et qui voit. Non, au 1er décembre, s'il n'y a pas eu de nouveau président élu, comme cela semble se configurer maintenant, c'est bien sûr le président Joseph Kabila qui sera toujours président de la République. Merci Yves Kissombe. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de nouveau président élu. Dans le cadre de cette Constitution. Dans le cadre de l'article 70. Absolument. Merci Yves Kissombe d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle, communicateur. Plus précisément, mesdames, messieurs, à vous également un grand merci de nous avoir suivis. Vous avez été très très nombreux à nous suivre à partir de Montréal au Canada. Merci d'être là. Vous avez été très nombreux à nous suivre à partir de la France, en Belgique, en Suisse, à Zurich. Vous nous avez appelés, vous nous appelez tout le temps. Merci d'être là branché sur la télévision haute définition Congo Web. Cette émission, je voudrais vous la dédier à vous. Nous avons évoqué des différentes questions sur l'actualité. Cette actualité qui reste dominée par le dialogue national, le processus électoral, le chose est précis. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est prononcé pour demander à ce qu'on puisse lui accorder 16 mois pour une bonne organisation des élections. Il a besoin de 60 hélicoptères, mais aussi carrément 202 millions de dollars américains. Voilà donc là les différents sujets d'actualité qui ont été abordés au cours de cette émission que vous allez suivre en rediffusion demain, samedi, 9h, sur la télévision haute définition, mais aussi sur la page Facebook Dossier d'Afrique. D'ici là, portez-vous bien. On vous retrouve très prochainement, si Dieu le veut, toujours sur Congo Web, et à très bientôt.